Est-ce que c'est clair? Oui. Je termine pour l'associé unique. Si l'associé unique est une personne morale, là, il n'y a pas d'option. C'est l'impôt sur les sociétés qui va s'appliquer. Okay? Maintenant, si l'entreprise distribue, l'associé unique va payer l'IRVM. À chaque fois qu'il y a distribution de bénéfices, dites-vous qu'il y a dividende, et à chaque fois qu'il y a dividende, il y a l'impôt sur le revenu sur les dividendes, qui est de 10%. Oui. Est-ce que l'associé unique aussi pour les SAU ou bien les SAS aura la même possibilité pour faire des options comme pour les SAURL? L'associé unique pour la SA? Oui, SAU. Non, pour la SA, c'est l'IS. Oui, c'est l'IS oui. Pour la SA. Cette option-là n'existe que pour la SURL. Hein? Donc ici, c'est la transparence fiscale. Hein? Et ici, c'est l'opacité. Voilà. Donc ça, ce sont les associés. Donc l'option, c'est pour la SURL avec personne physique. OK? Les autres, c'est pas possible. C'est impôt sur les sociétés, d'office. C'est bon? Oui, derrière. Ma question, c'est est-ce que le SNC peut exercer les mêmes activités que le SARL? Et si tel est le cas, est-ce que ce n'est pas plus bénéfique d'opter pour le SNC en ce qui concerne les impôts? Ici, on ne parle pas d'activité, hein? On parle de revenus, de bénéfices. Quelle que soit l'activité, ce qui nous intéresse, c'est le bénéfice. Oui. Okay? SNC qui fait des activités commerciales et SARL qui fait des activités commerciales, sur le plan fiscal, il n'y a aucune différence. Maintenant, si vous êtes en SNC, vous avez la possibilité d'opter pour l'IS. Si vous n'optez pas pour l'IS, ce sont les associés qui paieront l'impôt sur le revenu dégagé, qui provient des bénéfices dégagés par la SNC. Si vous êtes en SARL, ce n'est pas la même chose. La SARL va payer l'IS. Si elle distribue, les associés paieront l'impôt sur le revenu sur les dividendes perçus. Oui. Pourquoi ma question, c'est que dans le SARL, d'abord, il y a un impôt qui est infligé à la société d'abord, donc sur la marge bénéficiaire. Donc cela constituera des charges qu'on va enlever, qu'on va soustraire par exemple des bénéfices. Donc et après ça, c'est ce que les associés vont se partager. Alors que là-bas, ils se partagent directement. Il n'y a pas d'impôt sur la marge bénéficiaire de la société, mais ils se divisent directement les bénéfices et après eux, ils payent leur impôt sur le revenu. Sauf que les taux d'impôt ne sont pas les mêmes. Okay. Si vous êtes en IS, le taux d'impôt est de 30%, mais si vous êtes en IR, le taux d'impôt varie de 20 à 40%. Okay. Ça peut justifier le choix soit de rester ici ou là. Ok. Ouais, On a deux questions en ligne. Oui. Il y a M. Mamborndao depuis Ouakam qui demande est-ce qu'ils peuvent suivre leur comptabilité en Excel en début d'activité puisque le logiciel Sage est coûteux. Et il y a M. Tamsir Touré depuis Ngor Almadi qui dit pourquoi c'est important de collecter la TVA. D'accord. Pour la première question, on va y répondre. Pour la comptabilité, donc la loi vous oblige à tenir une comptabilité. Elle ne vous dit pas qu'il faut nécessairement avoir un logiciel ou pas. Mais quand même, il y a des supports qui sont obligatoires. On vous dit qu'il faut avoir un livre d'inventaire. Il faut avoir des livres journaux, okay, cotés paraphés par le tribunal. Il faut en fin d'année déposer les états financiers. Maintenant, libre à vous de voir, est-ce que tout ça, vous pouvez l'obtenir soit à travers un logiciel ou alors à travers un tableur. L'essentiel, c'est que la comptabilité soit tenue en fonction des règles établies par le SYSCOVADA.
En cas de vérification, si on vous dit où est votre livre d'inventaire, que vous puissiez le sortir. Où est votre livre journal, quel que soit le format, que ce soit format électronique ou manuel, que vous puissiez le sortir. Donc, on ne vous exige pas un canevas donné. Hein. Ce n'est pas obligatoire d'avoir un logiciel Serge pour ça. Maintenant, c'est plus pratique d'avoir un logiciel. Mais si on n'a pas les moyens, on peut tenir la comptabilité de façon manuelle aussi. Soit on a des registres qu'on remplit à la main, ou alors on a un tableur qui nous permet de le tenir. L'essentiel, c'est que ce soit une comptabilité tenue selon les règles établies par le SYSCOVADA. Pour la deuxième question, on reviendra quand on va aborder la TVA. Pourquoi c'est important de payer la TVA? Il y a Moussa Sen qui demande si le dirigeant est un associé, comment doit-il régler l'impôt? Ok. Donc, c'est l'exemple qu'on a donné ici. Si c'est une société de personnes, le dirigeant, il a un contrat avec la société. Soit c'est un gérant qui perçoit une rémunération, ou bien c'est un gérant salarié. Donc, si c'est un gérant salarié, on verra pour les salariés comment on paye l'impôt. Parce qu'il y a... Alors, ici, vous aurez remarqué que je parle d'IR à chaque fois. Mais ce ne sont pas les mêmes IR. Ici, c'est l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières, qui est de 10%. Ici, c'est l'impôt sur le revenu sur les salaires, qui se calcule d'une manière différente de l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières. Donc, si le dirigeant salarié, il paiera l'impôt sur les salaires, maintenant via la retenue à la source. Donc, on va y arriver également, les modes de règlement des retenues à la source. Donc, si le salarié, il a un bulletin de paie, comme celui que j'ai montré hier, il a un salaire brut, son patron va retenir l'impôt sur les salaires et va les reverser. Et on montrera comment il va les reverser. Donc ici, c'est le mode de retenue à la source qui va s'appliquer si on a des revenus à caractère salarié. Si maintenant c'est l'impôt sur le revenu classique, là il y a des formulaires de déclaration de revenus également que la personne physique devra déposer aux impôts et payer ces impôts. D'accord. Il y a M. Diallo depuis Dakar qui demande si une entreprise a un chiffre d'affaires de 30 millions, il demande quel est le montant de son impôt et quelle est la différence entre impôt et fiscalité. Alors, si l'entreprise a un bénéfice de 30 millions, quel est le montant de l'impôt? A priori, est-ce qu'on peut y répondre comme ça? Puisqu'il y a plusieurs critères qui rentrent. Si c'est une entreprise individuelle qui fait un chiffre d'affaires de 30 millions, qui exerce dans le négoce, donc il a rempli les 3 critères qui lui permettent d'être à la contribution globale unique. Pour le calcul de la contribution globale unique, on y arrivera. Comment on calcule l'impôt? S'il a 30 millions, c'est une personne morale, puisqu'il a dit simplement entreprise. Hein? Une entreprise peut être personne physique ou personne morale. Si c'est une personne morale, cette entreprise-là ne peut plus relever de la contribution globale unique. Elle va relever de l'impôt du régime du réel. Maintenant, si c'est le régime du réel, il y a plusieurs impôts qui vont entrer en jeu. Dans ce cas, si c'est une entreprise, personne morale, société à nom collectif, société de personnes, ce sera l'impôt sur le revenu pour les associés. Si c'est une entreprise individuelle, entreprise personne morale, société à responsabilité limitée ou société anonyme, ce sera l'impôt sur les sociétés de 30% sur le bénéfice. Donc sa réponse sera plus complète quand on aura avancé sur le cours. Pour les SNC, si tous les associés reçoivent également des rémunérations, est-ce qu'ils doivent, l'impôt leur sera prélevé des rémunérations et des comment dire, dividendes également, voilà. Tous les deux. Voilà. Eux ce n'est pas des dividendes, hein? Eux, c'est carrément l'impôt sur le revenu. Comme c'est une société de personnes, les rémunérations qu'ils vont percevoir là, ce ne seront pas considérées comme des salaires. Alors, c'est vrai que votre question est assez complexe, mais si le comptable passe ces revenus-là en charge, en fin d'année, au moment de déterminer les bénéfices, il doit réintégrer les charges parce qu'il ne doit pas les considérer comme des charges de la société, mais ce sont des rémunérations. Okay?
Et en ce moment, une fois que le résultat comptable est corrigé, on aura le bon résultat fiscal qui va servir de distribution aux associés. Et maintenant, chacun paiera l'impôt sur le revenu. Donc ici, ce ne sont pas des dividendes, c'est l'impôt sur le revenu classique. On parlera de dividendes dans les cas des sociétés de capitaux. Ici, c'est comme l'entreprise individuelle, en fait, quoi. Mais avec plusieurs personnes qui la composent. Le bénéfice réalisé en fin d'année, on le partage à tout le monde. Donc, eux, ils ne peuvent pas avoir le statut de salarié dans l'entreprise. Okay? Alors qu'ici, ils peuvent. C'est pour ça, quand quelqu'un disait, si vous faites 30 plus 10, ça fait 40, c'est plus lourd, c'est à relativiser. Parce qu'ici, vous ne pouvez pas être salarié, mais ici, l'associé, là, okay, il peut être salarié. Ou le gérant, il peut être salarié. Et donc, s'il est salarié, il va percevoir un revenu. Certes, il va payer l'impôt, mais le montant de la charge va baisser le résultat final et donc va baisser l'impôt sur les sociétés. C'est très complexe, hein, mais on va y arriver. Okay? Bonjour. Donc, en fiscalité, a priori, on ne peut jamais dire ici c'est plus facile. Non, il y a énormément de paramètres qu'il faut tenir en compte là-dessus. Ici, si c'est un associé unique, donc gérant, qui ne opte pas pour l'IS, s'il perçoit des revenus, ces revenus ne sont pas des charges déductibles. Il ne peut pas avoir le statut de salarié. C'est comme l'entreprise individuelle. Il ne peut pas avoir le statut de salarié. Donc, il peut se dire, moi, c'est plus intéressant pour moi d'opter pour l'impôt sur les sociétés. Comme ça, les rémunérations que je vais percevoir seront considérées comme des salaires. Et donc, c'est des charges qui vont venir baisser le résultat, ce qui fait qu'en fin d'année, je vais payer moins d'impôts sur les sociétés. Mais si on paye moins d'impôts sur les sociétés, on paiera également, on gagnera moins, puisque c'est le résultat ici qu'on distribue. Mais entre-temps, il a quand même perçu un revenu en tant que salarié. Donc, il aura deux revenus. Il aura un revenu en tant que salarié et un revenu en tant qu'associé. Ici, il paiera l'impôt sur le revenu pour les salariés et ici, il paiera l'impôt sur le revenu sur les dividendes. Donc, il y a tout un tas de simulations à faire pour voir quelle est l'option la plus intéressante pour vous. Mais a priori, comme ça, on ne peut pas le dire. Je ne peux pas vous dire que l'associé unique doit nécessairement opter pour l'IS parce que c'est plus intéressant fiscalement. Non, on ne peut pas. Parce que dans le calcul de l'impôt sur le revenu, il y a plusieurs critères qui entrent en jeu. On le verra. Il y a le critère de la situation de famille. Si on est célibataire, on paye plus d'impôts que si on est marié avec des enfants. Comme c'est un impôt progressif également, plus le revenu augmente, plus le montant de l'impôt augmente. Alors que l'IS est un impôt proportionnel. Le taux est fixe, il ne varie pas en fonction du résultat. Oui, vous pouvez maintenant poser votre question. Bonjour. Oui. Est-ce qu'une SNC peut opter pour l'opacité fiscale? Oui. Les sociétés de personnes peuvent opter pour l'IS. S'ils optent pour l'IS en ce moment, la SNC va payer l'IS. Maintenant, si on distribue, c'est là où ça devient maintenant des dividendes pour les associés. En ce moment, ils paieront l'impôt sur le revenu sur les valeurs mobilières et non l'IR classique. Mais SNC, oubliez, hein, on avait dit, hein, c'est pas, je ne pense pas que ça soit l'option pour vous hein, comme choix juridique, hein, mais c'est bon de le savoir quand même. Mais je pense que pour vous, ce sera plutôt vers l'entreprise individuelle ou la société à responsabilité limitée ou la SAS. Maintenant, dans la société à responsabilité limitée, vous avez la possibilité d'être associé unique, personne physique, ou plusieurs, ou alors possibilité d'opter pour l'IR ou l'IS. Je pense que les questions, c'est plus ici que ça doit se focaliser et les SAS. Parce que c'est tellement dangereux d'être en SNC et on voit que même fiscalement, ce n'est pas un critère même intéressant par rapport à d'autres. Donc je ne pense pas que SNC soit le bon choix. À mon avis, hein, je ne dis pas que... Maintenant, vous êtes libre de choisir la forme qui vous intéresse, mais à la fin du cours, vous verrez si c'est... En tout cas, juridiquement, ce n'est pas une option intéressante, SNC. C'est très dangereux. Fiscalement également, je ne vois pas
En quoi est-ce que la SNC est plus attrayante que la SARL? C'est plutôt le contraire d'ailleurs. C'est bon? Madame, vous disiez que tout à l'heure ce n'était pas clair. C'est clair maintenant? D'accord. Donc voilà la différence entre les deux notions de transparence et opacité. Donc comment on calcule l'impôt sur le bénéfice? Donc on l'a dit, hein, il y a deux régimes. Soit on est au régime du réel, soit on est au régime de la contribution globale unique. Donc si on est au régime du réel, c'est toujours sur la base du résultat réel obtenu en faisant la différence entre les produits. Bon, ici je simplifie en disant chiffre d'affaires. Et pour ceux qui ont fait la comptabilité, ils savent que quelle est la différence entre chiffre d'affaires et produit? Je crois qu'on devrait faire des examens blancs intermédiaires. Hein? Vous ne prenez pas vos cours. Hein? Vous avez fait la comptabilité ou pas? Oui. Oui. En fait, le chiffre d'affaires, c'est l'ensemble de toutes les ventes qu'on a réalisées, en fait. Oui, maintenant, le produit, par contre, le produit, en fait, c'est un bien qui peut enrichir l'entreprise. C'est un bien qui peut augmenter, en fait, le résultat de l'entreprise. C'est contraire aux charges. Les charges entraînent la charge entraîne l'appauvrissement de l'entreprise. Mais par contre, le produit entraîne l'enrichissement de l'entreprise. Ok. Et donc la différence entre produit et chiffre d'affaires? Là, j'ai dit que le chiffre d'affaires, c'est l'ensemble des ventes qu'on a réalisées durant l'année, l'exercice. Maintenant, un produit, en fait, c'est l'élément du chiffre d'affaires. C'est une partie. Le produit? Oui, du chiffre d'affaires. Puisque si on dit le produit, par exemple, la vente, le compte 701, vente de marchandises, c'est un produit. Maintenant, le chiffre d'affaires, c'est l'ensemble des ventes qu'on a réalisées durant l'année. Maintenant, dans l'ensemble de ces ventes, il y a ce qu'on appelle le produit. Oui. D'accord, ok. Merci. Bonjour. Oui. Alors, la différence c'est que le chiffre d'affaires, c'est un élément du produit. Oui. Parce que dans les produits, il y a le chiffre d'affaires, il y a le produit fini et la production consommée. C'est ça. Donc les produits, c'est la classe 7, qui est un total. Mais à l'intérieur, vous avez plusieurs déclinaisons de produits. Vous avez, comme vous avez dit tout à l'heure, le 701 qui est quoi? Vente de marchandises. Vous avez le 706 qui est prestataire de services. Vous avez le 707 qui est les produits accessoires, ainsi de suite. Okay? Vous avez même les 71, okay? Les 72, notamment les subventions, okay? Et autres produits d'exploitation. Donc le produit est plus global, contrairement à ce que vous dites. Le produit est plus global que le chiffre d'affaires. Okay? Si votre activité, c'est la vente de marchandises, votre chiffre d'affaires, c'est ça, vente de marchandises. Si vous faites uniquement de la prestation de services, votre chiffre d'affaires, c'est prestation de services. Mais vous pouvez avoir des produits avec un chiffre d'affaires et d'autres produits accessoires. Par exemple, vous recevez des subventions, mais votre cœur de métier, c'est la vente de marchandises. Donc, dans ce cas, l'ensemble de vos produits, sont vos chiffres d'affaires plus les subventions reçues. Okay? Donc, le chiffre d'affaires, c'est le produit rattaché à l'exercice normal
de l'activité. Okay? Alors, donc, pour déterminer le résultat, c'est plutôt produit moins charge. Okay? Maintenant, vos produits peuvent se confondre avec votre chiffre d'affaires. Si vous ne faites que vendre des marchandises, vous n'avez pas d'autres produits accessoires, votre chiffre d'affaires va se confondre avec vos produits. Mais retenez en comptabilité que le résultat, c'est total produit moins total charge. Donc, dans le système du réel, c'est comme ça qu'on détermine le résultat. Ce résultat-là, il peut être un bénéfice, tout comme il peut être une perte. Donc, ce résultat est imposé. Alors, soit il est imposé à l'IR, soit il est imposé à l'IS. Quand est-ce qu'il est imposé à l'IR? Quand est-ce que ce résultat-là est imposé à l'IR? Personne physique. Très bien. Ou société de personnes, okay, qui n'ayant pas opté pour l'IS, et là, ce sont les associés qui seront imposés à l'IR. Ou société unipersonnelle à responsabilité limitée, avec associé unique personne physique, n'ayant pas opté pour l'IS, ses revenus, son bénéfice qu'il va réaliser en fin d'année seront imposés à l'IR. L'IS, c'est pour les personnes morales. Donc, les sociétés de capitaux sont d'office imposées à l'IS, SARL, sociétés anonymes, okay, sont imposées à l'IS. La SURL unipersonnelle est imposée à l'IR, sauf option. Elle peut opter pour être imposée à l'IR. Les sociétés de personnes SNC, GIE, sociétés en collectif commandite simple, sont imposées à l'IR, notamment les membres, mais elles peuvent opter pour l'imposition à l'IS. Donc, c'est le résultat qui est imposé soit à l'IR ou à l'IS. Mais dans tous les cas, pour obtenir ce résultat, vous avez obligation de tenir une comptabilité, de produire un bilan et un compte de résultat. C'est sur la base maintenant du compte de résultat qu'on va vous calculer l'impôt que vous devrez payer, soit en IR ou en IS. Donc, quand vous êtes au réel, quelle que soit la forme juridique que vous aurez à choisir, c'est comme ça qu'on détermine le résultat qui sera imposable. Comptabilité, bilan, compte de résultat, déclaration de résultat, paiement de l'IR ou de l'IS en fonction de la forme juridique. C'est clair? Alors, mais ce résultat-là, c'est quel résultat? C'est un résultat comptable ou fiscal? C'est un résultat comptable. Le résultat comptable est différent du résultat fiscal. Mais la fiscalité part toujours du résultat comptable. Après, elle apporte un certain nombre de corrections pour aboutir à un résultat fiscal. Et c'est ce résultat fiscal-là qui est imposé soit à l'IR ou à l'IS. Donc, résultat fiscal, c'est résultat comptable plus réintégration des charges moins déduction des produits. Donc, la comptabilité a ses règles, la fiscalité a ses règles. Pour la comptabilité, pour déterminer le résultat, il faut prendre la somme, l'ensemble des produits, moins l'ensemble des charges. Et on a le résultat comptable. Mais la fiscalité va dire, attention, il y a des produits qui sont là-dedans, mais que moi, j'exonère d'impôts. Donc, il faudra les enlever pour ne pas payer l'impôt là-dessus. On verra quand il s'agit de produits qui sont exonérés d'impôts. La fiscalité va dire également, attention, est-ce que toutes vos charges-là, ce sont des charges éligibles à la déduction? Est-ce que ce sont des charges normales? Peut-être qu'il y a des charges à l'intérieur qui n'ont rien à voir avec l'activité de l'entreprise. C'est des charges purement personnelles. OK? Vous en avez tenu compte dans la comptabilité, c'est normal, mais moi, la fiscalité, je n'en tiens pas compte parce que pour moi, ce sont des charges qui ne devaient pas figurer dans la comptabilité de l'entreprise. OK? Je vais les rejeter. Et le langage qui est utilisé en fiscalité, c'est la réintégration. Réintégration veut dire on rejette la charge. OK? Alors, pourquoi réintégration et pourquoi déduction? Pour aboutir au résultat fiscal.
Donc, résultat comptable, c'est produit moins charge égale résultat. Quand vous êtes comptable dans une... Oui. C'est celui-là. Ça, c'est la comptabilité qui le produit. Mais l'un des principes comptables, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on cherche dans la comptabilité? La fidélité, la sincérité. Donc, ça veut dire que quand vous êtes comptable dans une entreprise, toutes les transactions financières qui se passent dans l'entreprise doivent être enregistrées. Votre rôle de comptable, ce n'est pas de savoir si c'est normal ou pas. Il y a des produits, on les comptabilise. Les produits, on les comptabilise en plus. Il y a des charges, il faut les comptabiliser. Les charges viennent en déduction pour obtenir le résultat comptable. Okay? Donc, on a comme ça, ainsi on a la fidélité du résultat. On n'a exclu aucune charge, on n'a exclu aucun produit. Mais les impôts ont une règle propre, c'est de dire, moi je veux un résultat fiscal quand même qui corresponde à ma réalité, à mes intérêts. Parce que moi, je n'ai pas intérêt à ce que mon résultat fiscal soit faible. Parce que s'il est faible, les gens paieront moins d'impôts, donc on aura moins de recettes fiscales, moins de budget, etc. Parce que les gens peuvent être amenés à tricher. Si je veux payer moins d'impôts, en sachant que mon impôt se calcule sur le résultat, j'ai intérêt à faire quoi? J'ai intérêt à réduire mes produits et augmenter mes charges. Créer de fausses charges, ou bien des charges qui n'ont rien à voir avec l'activité normale de l'entreprise. Donc si je le fais, je vais baisser mon résultat et donc baisser mon impôt. Et ça, ce n'est pas bon pour l'État. Donc c'est pour ça que l'État surveille le résultat comptable déclaré par les entreprises. Donc l'État dit, moi, je ne vais pas asseoir l'impôt sur la base du résultat comptable, mais plutôt sur la base du résultat fiscal. Donc on voit qu'ici, la fiscalité, elle est autonome. Elle détermine son propre résultat. Mais il va quand même s'appuyer sur le résultat comptable qu'il va corriger pour aboutir à un résultat fiscal. Cette correction-là s'appelle réintégration, déduction. Donc, dans les produits, tous les produits sont imposables. On est d'accord, c'est ça le principe. Tous les produits sont imposables. Si on veut produire moins charge, on a un résultat comptable, on applique l'impôt. Donc, ça veut dire que tous les produits sont imposables. Mais l'État, pour encourager certaines entreprises, va dire que certains produits sont exonérés d'impôts. Donc, pour ne pas les imposer, il faut les retrancher. Donc, je vais faire mon résultat comptable moins les produits exonérés. Donc, résultat comptable moins les produits. Quand on exonère, c'est pour ne pas le frapper d'impôt. Okay? Donc, pour enlever l'impôt là-dessus, je dois déduire ces produits-là, puisque je pars du résultat comptable. Si je ne les déduis pas, je vais les frapper d'impôt. Alors, c'est clair jusqu'ici pourquoi on a mis déduction des produits. Il s'agit des produits qui étaient comptabilisés, mais qu'on va enlever pour ne pas les imposer à l'IR ou à l'IS. Alors, une précision, ça se fait de façon extra-comptable. Ce ne sont pas des écritures comptables que vous allez passer. Hein? Ça s'obtient avec des écritures comptables. Une fois qu'on a terminé, on prend une feuille blanche à côté, on fait des travaux extra-comptables. Manuellement, on ne touche pas le fichier comptable. OK? Dans les charges, puisque je sais que certains, pour tricher, ils sont amenés à gonfler les charges ou bien à mettre des charges qui n'ont rien à voir avec l'activité normale. Et comme les charges ont tendance à baisser mon revenu, mon résultat et donc mon impôt, je vais cibler toutes les charges qui ne concernent pas la fiscalité et je vais les rejeter. Mais comme les charges, on les avait déduites, pour les rejeter, l'inverse c'est quoi?
L'inverse de moins, c'est plus. Donc, je vais mettre moins les charges, plus les charges non déductibles. Ici, le comptable a déduit. Moi, je réintègre les charges qui ne sont pas déductibles fiscalement. Comptablement, toutes les charges sont déductibles, tous les produits sont imposables. Mais fiscalement, tous les produits ne sont pas imposables, toutes les charges ne sont pas déductibles. Mais il y a des règles quand même que l'administration va établir pour dire voici les produits qui ne sont pas imposables, donc qui sont exonérés. Voici les charges qui ne sont pas déductibles. Donc voilà les conditions que je fixe. Si la charge respecte les conditions, elle est déductible. Si elle ne respecte pas ces conditions-là, elle n'est pas déductible, donc je dois réintégrer la charge. Et c'est ça qui me donne le résultat fiscal qui va être frappé de l'impôt cette fois-ci, impôt sur le revenu ou impôt sur les sociétés. Donc le résultat fiscal, ce n'est qu'une correction du résultat comptable en appliquant les dispositions fiscales contenues dans le Code général des impôts. Donc ce n'est pas arbitraire, hein? Ce n'est pas au cas par cas. On connaît déjà la liste des produits exonérés, on connaît également les conditions qu'une charge doit réunir pour être déductible. On va vous donner des cas pratiques là-dessus. Hein? Oui. Monsieur, est-ce qu'il ne serait pas mieux de confier tout ce travail-là à un expert fiscal? C'est mieux. Oui, mais vous, en tant que chef d'entreprise, vous devez être informé. Quand votre expert comptable, votre comptable dit votre résultat est de 10 millions comptable, mais votre résultat fiscal est de 15 millions, quelle est la question que vous allez vous poser? Comment est-ce que vous êtes passé de 10 millions à 15 millions? Il faudrait-il que vous compreniez pourquoi. Donc, on vous donne les éléments qui vous permettront de comprendre demain en tant que manager. On ne vous dit pas de le faire vous-même, mais il faut le comprendre. Sinon, vous allez vous faire avoir par votre comptable ou votre expert comptable. En plus, le responsable, c'est vous. Ce n'est pas parce que vous avez confié la comptabilité à un expert comptable que demain, quand il y a souci, c'est l'expert comptable qui sera poursuivi. Le responsable, c'est le chef d'entreprise. Parce que c'est lui qui engage l'entreprise et qui signe les états financiers en fin d'année. Et donc, c'est lui le principal responsable. Maintenant, si le comptable a fauté ou l'expert comptable, vous pouvez poursuivre l'expert comptable ou le comptable. Mais l'administration ne va pas poursuivre le comptable ou l'expert comptable. Il va poursuivre le chef d'entreprise. Donc, vous avez intérêt à comprendre tout ce qui se passe dans votre entreprise, même si vous avez délégué la tâche à quelqu'un d'autre. C'est ça l'intérêt de ce cours-là. Hein. Ce n'est pas qu'au sortir d'ici, qu'en tant que chef d'entreprise, que vous-même vous passez les écritures comptables. C'est les principes qu'on vous donne, vous les compreniez pour que vous puissiez discuter avec les gens à qui vous avez délégué certaines responsabilités. Le cours sur l'analyse financière, c'est que pour que vous ayez les arguments devant un banquier de pouvoir défendre votre dossier. Bonjour. Oui. J'aimerais savoir quelle est la différence entre impôt et fiscalité. Impôt et fiscalité. Alors, la fiscalité, c'est un terme juridique qui est utilisé pour des droits fiscaux, tout simplement. Quand on dit fiscalité, on fait référence à la matière fiscale. Dans la fiscalité, il y a plusieurs impôts. Vous avez l'impôt sur le revenu, qui est un impôt, l'impôt sur les sociétés, qui est un impôt, la TVA, qui est un impôt, les droits d'enregistrement, etc. Donc la fiscalité, c'est la matière qui englobe l'ensemble des impôts et des taxes. Voilà. Alors, une fois qu'on a notre formule, donc résultat fiscal, c'est produit imposable moins charge déductible. Donc la question qu'on va se poser, c'est quels sont les produits imposables et quels sont les charges déductibles. Ou bien quels sont les produits exonérés et quelles sont les charges non déductibles. Donc les produits imposables sont classés en 3 catégories. Vous avez ce qu'on appelle les produits d'exploitation. Bon, ça, on fait référence à la comptabilité. Hein. Je pense que vous l'avez vu en comptabilité. Dans les produits d'exploitation, donc vous avez les ventes de marchandises, de produits ou de prestations de services ou de travaux. Ce qu'on a vu tout à l'heure, 701, 706, 707, etc.
Vous avez les produits financiers qui sont toujours de la classe 7, c'est la classe 77. Okay? Donc ce sont les dividendes, ce sont les intérêts des obligations, ce sont les autres intérêts également que vous tirez, par exemple, des dépôts que vous faites au niveau des banques. Okay? Quand vous prêtez de l'argent à la banque vous rémunère sous forme d'intérêt. Quand la banque vous prête de l'argent, vous rémunérez la banque sous forme d'intérêt. Mais sauf que ici, c'est une charge chez vous et un produit à la banque. Si c'est vous qui prêtez avec de l'intérêt, l'intérêt devient un produit pour vous et une charge pour celui qui a emprunté l'argent. Okay? Donc chez vous, ces produits, ces intérêts sont classés dans la catégorie des produits financiers en comptabilité. Donc, ça fait partie des produits imposables. C'est clair? Oui. Ici, quand vous dites, ici, dividende, ça fait référence à quoi? Dividende, ça fait référence à bénéfices distribués. Si votre entreprise est associée dans une autre entreprise, okay, cette entreprise-là distribue en fin d'année des bénéfices, vous, en tant qu'associé, le montant que vous allez recevoir, c'est ça qu'on appelle dividende. Et donc, c'est des dividendes que vous allez mettre dans votre comptabilité, vous, en tant qu'entreprise, dans la classe des produits. Donc, n'oubliez pas qu'un associé peut être une personne physique comme il peut être une personne morale. Si c'est une personne physique, c'est un revenu qui rentre dans sa poche. C'est son revenu à lui. Si c'est une personne morale, l'entreprise va recevoir les dividendes et va les comptabiliser dans les produits dans sa comptabilité et payer l'impôt en fin d'année, puisque l'impôt est calculé sur la base du résultat fiscal obtenu à partir du résultat comptable. Donc quand je vais faire produit moins charge, dans mes produits, il y aura les dividendes comme produits financiers. C'est un peu compliqué. Hein? Il faut raisonner en comptabilité. Vous êtes une entreprise, une entité. Vous avez l'entreprise A et une autre entreprise B. L'entreprise B a un capital de 1 million. Mais le capital est constitué par qui? Par des associés. OK? Donc, on a un associé et un deuxième associé. L'associé là, c'est une personne physique, il s'appelle Amadou. L'associé là, c'est une personne morale, il s'appelle Société A. Société A, admettons, a apporté 50%, donc 500 000. Amadou a apporté 50%. Donc A est actionnaire dans B. Amadou est actionnaire dans B. Tous les deux sont des associés de A. On est d'accord? Donc, je m'associe dans une société. Pourquoi? Pourquoi je prends 500 000, je mets dans une autre société pour être dans le capital de cette société-là? Pourquoi je le fais? C'est pour gagner de l'argent. OK? Donc, à la fin de l'année, la société-là, B, va réaliser un bénéfice. Le bénéfice, c'est ce que attendent les associés. C'est à partir du bénéfice qu'ils gagnent de l'argent. Donc la société B va payer l'impôt sur la société. Bon, on va dire de 30%. Et il restera ce qu'on appelle le bénéfice après impôt, qui est aussi le bénéfice distribuable. Distribuable à qui? Aux associés. Donc c'est là maintenant que les associés vont commencer à pouvoir bénéficier des produits de la société. Donc, la société va tenir son assemblée générale, on l'a vu avant-hier. Hein?
ensuite va distribuer les dividendes. Donc ces bénéfices-là, c'est ça qu'on appelle dividendes. Dividendes, ok? Donc, A va recevoir combien? Bon, admettons que le montant de l'impôt, bon, le bénéfice, hein, admettons que c'est 10 millions. Le montant de l'impôt, on va dire 1 million. Donc, le bénéfice distribuable sera de 9 millions. Donc, A va recevoir combien? 4,5 millions sous forme de dividendes. Et Amadou également va recevoir la même chose, 4,5 millions de dividendes. Donc ça, c'est un revenu pour Amadou, il va payer l'impôt. Ça, c'est un revenu pour la société A, qui va payer l'impôt. Sauf que la société A une comptabilité. Ça, ce n'est qu'un produit parmi d'autres. Dans son activité, peut-être la société vend de la marchandise, achète de la marchandise, paye des salaires, etc., etc. Et d'autres produits. Les dividendes, donc, vont venir rentrer dans les produits de la société. Produit, charge, la différence va donner le résultat. Mais dans la formation du résultat, il y a des dividendes qui sont venus rentrer dans les produits. Donc, quand la société va recevoir un chèque de 4 500 000, le comptable va le passer dans les produits, dans la classe des produits financiers, 77. Il va débiter la banque de 4 500 000 et créditer le compte 77 produits financiers de 4 500 000. Et à la fin, pour déterminer le résultat fiscal, donc la société va faire produit moins charge égale résultat comptable. On va retraiter les produits et les charges pour déterminer le résultat fiscal et payer l'impôt sur les sociétés là-dessus. Tout comme cette société a payé l'impôt, celle-là aussi va payer l'impôt. C'est clair? Maintenant, on verra quel est le traitement qu'on va faire de ces dividendes-là. Est-ce que ce sont des produits imposables ou pas? Comptablement, c'est imposable. Fiscalement, on verra. C'est clair? Voilà les deux possibilités qui peuvent exister. Oui, madame. D'après votre explication de tout à l'heure, vous avez dit que l'entreprise B va réaliser un bénéfice distribuable de 9 millions. Mon problème se trouve au niveau du partage. Partage des dividendes. Vous avez dit l'entreprise A va recevoir 4,5 millions. Amadou 4,5 millions. Et l'entreprise B, qu'est-ce qu'elle va... L'entreprise B? Oui. L'entreprise B a déjà réalisé son bénéfice. N'oubliez pas que ce bénéfice-là appartient aux associés, pas à l'entreprise. L'entreprise n'est qu'un moyen pour gagner de l'argent pour les associés. Ouais. À la fin, une fois que l'entreprise, en tant que personne morale, aura réalisé un bénéfice, elle va les distribuer entre les associés. OK? Maintenant, on verra dans la réalité, ce n'est pas toujours comme ça. Et c'est quand vous allez aborder l'analyse financière qu'on va vous dire, il se pourrait que l'entreprise ne distribue pas 10 millions, 9 millions, mais va peut-être garder 5 millions pour renforcer ses capitaux propres et distribuer les 4 millions. Okay? Mais ça appartient toujours aux associés. Est-ce que vous avez compris pourquoi chacun a reçu 4,5 millions? Ça a été calculé sur la base de leur apport au niveau du capital. Vous apportez 10%, vous aurez 10% du bénéfice. Oui? Comme l'entreprise aussi parfois doit faire une réserve qu'on appelle réserve légale, qui sera de 10% du bénéfice réalisé. Maintenant, c'est après avoir fait cette réserve, maintenant l'entreprise va distribuer maintenant les dividendes. C'est ça. Je simplifie. Oui. Mais ce n'est pas que les 9 millions qui seront distribués. Okay? Il y a plusieurs options possibles. Mais ce qui est important, c'est de comprendre le principe. C'est bon? Bien. Donc, la notion de produit financier, vous avez bien fait de poser la question. Les dividendes proviennent de ce schéma-là. Okay? Autant une personne physique peut bénéficier de dividendes, autant une personne morale peut bénéficier de dividendes puisqu'elle est associée dans une autre
dans une autre entreprise. Troisième catégorie de produits, les produits exceptionnels, qui souvent n'ont pas un rapport direct avec l'activité normale de l'entreprise, d'où son nom exceptionnel. Ce ne sont pas des produits réguliers. Alors, on peut citer les indemnités, les subventions, les cessions d'actifs, etc. On va y revenir. Donc tous ces produits-là sont a priori imposables. Après, on verra maintenant au cas par cas quand est-ce que la fiscalité exonère certains produits. Comment et pourquoi. Si la fiscalité ne dit rien, ça veut dire que là, le produit est imposable. L'exonération, c'est une exception. Bon, ça, on rappelle les produits d'exploitation. Donc, vous avez les ventes de produits ou de services, les produits accessoires ou exceptionnels, revenus fonciers, subventions, etc. Donc, produits, c'est la classe 7 et quelques classe 8. C'est-à-dire les produits extraordinaires. Ou hors activité ordinaire. Ensuite, vous avez les produits financiers ou assimilés. Donc, on a cité les dividendes. Donc, le dividende, c'est une quote-part de bénéfices réalisée par une société et distribuée à chaque associé. On l'a vu, c'est ça la définition de dividende. On va faire maintenant la distinction entre les dividendes reçus des sociétés filiales et des dividendes reçus des sociétés non filiales. D'abord, qu'est-ce qu'une filiale et quand est-ce qu'on devient une filiale? Filiale renvoie à quoi? À fille, Voilà. Donc, qui dit fille dit quoi? Dit mère, Il y a un lien, Voilà. Donc, vous avez la société A. Et vous avez la société B. Donc, la société B a un capital de 1 million. La société A est actionnaire dans la société B. Il y a un autre actionnaire éventuellement, on va dire. Alors, donc on va dire Fatou. Sur les 1 million, Fatou a apporté 700 000. Et la société A apporté 300 000. En coefficient, ça fait combien? Ça fait 30%. Et là, ça fait 70%. Donc, en droit des affaires, si la société participe dans le capital d'une autre société à hauteur de plus de 51%, on dira que la société B est filiale de la société A. Donc, si B est filiale, A est la société mère. Donc, si A détient plus de 50% du capital de B, on dira que A est la société mère et B est la société filiale. Ça, c'est le droit des affaires. Mais la fiscalité ne définit pas à partir de ce quotient-là. La fiscalité va dire si la société A détient plus de 10% de la société B devient la filiale de A. Donc là également, la fiscalité se démarque du droit des affaires. Ici, c'est OHADA. Ici, c'est le Code général des impôts du Sénégal qui le dit. Un autre pays peut fixer la barre à 30%, un autre peut 5%. Chaque pays est libre de fixer le coefficient. Mais chez nous, si vous détenez plus de 10%, vous devenez société mère. Donc, si c'est moins de 10%, B n'est plus filiale de A. Alors, mais B va continuer à distribuer des dividendes. Parce que même si j'ai 1%, je recevrai 1% du bénéfice distribué. Seulement,
la société B ne sera pas ma filiale. OK? Maintenant, les dividendes qui seront reçus de la société B vers la société A, on verra le traitement selon que A est mère ou pas, ou selon que B est filiale ou pas. Si A est filiale, il y a un traitement fiscal approprié. Si B n'est pas filiale, pardon, il y a un traitement fiscal qui est approprié. Maintenant, dans le cas des dividendes reçus d'une société non filiale, donc ça veut dire que la participation est inférieure à 10%. Quel est le traitement qui sera réservé à ces dividendes-là? Donc la loi dit qu'ils sont maintenus pour une quote-part représentative de 40% du produit. Mais la retenue à la source de 10% qui les aura grevés constitue un crédit d'impôt à déduire. Donc ils sont retenus de 40% du produit, ça veut dire qu'ils sont imposables à hauteur de 40%. Donc 60% des dividendes bruts reçus d'une société non filiale sont exonérés d'impôts. C'est ce que cela signifie. Bon, le langage fiscal est un peu bizarre, c'est comme le droit, hein? C'est du droit. Mais ce qu'il faut retenir ici, c'est que quand vous recevez des dividendes provenant d'une société non filiale, dites-vous bien que 60% des dividendes sont exonérés d'impôts. Donc, dans mon traitement fiscal, qu'est-ce que je dois faire de ces produits? Rappelez-vous notre formule. Résultat fiscal, résultat comptable, plus les charges, moins les produits exonérés. Donc ici, j'ai 60% de produits exonérés. Je dois les déduire. Les produits exonérés, on doit les déduire. Les charges non déductibles, on doit les réintégrer, donc les rajouter. Donc voilà un exemple de produit exonéré, défini par la loi. C'est clair? Bien. Donc voilà un exemple. B reçoit une valeur nette de 900 000. Donc les dividendes bruts distribués, c'est 1 million. A va opérer la retenue de 10% et va verser 900 000 à B, qui va les comptabiliser dans ses produits. Mais en fin d'année, au moment de calculer le résultat fiscal, B va déduire 60% de 1 million, puisque ce sont les dividendes bruts qui sont exonérés d'impôts. Donc il va faire 1 million fois 60%, 600 000, et il va sortir 600 000 des produits pour ne pas les imposer. Parce que s'il ne le fait pas, il va payer des impôts sur les 900 000 reçus. OK? Monsieur. Oui. Est-ce que les produits comme les intérêts reçus d'une société à travers l'achat de bons de caisse du Trésor, est-ce que ces produits sont exonérés ou pas? Oui, on va y venir. On va passer les produits un à un. On ne va pas anticiper. Hein? On est sur les dividendes, qui sont des produits financiers. Est-ce que c'est clair pour les dividendes? Donc, pour les dividendes, à chaque fois, vous faites la distinction entre des dividendes provenant d'une filiale ou d'une non-filiale. Le traitement fiscal, il est différent. Si ça provient d'une société non-filiale, c'est 60% de produits exonérés. Ce n'est même pas la peine de se compliquer la vie sur les schémas. Prenez le dividende brut, moins 60%, vous enleverez de vos résultats comptables. On vous montrera comment, dans la pratique, on procède. Il y a un formulaire pour ça, oui. Le micro. Ah oui. Dans ce cas de figure, si l'entreprise B n'est pas une filiale, on le verra. Oui, dans sa comptabilité, bon, je ne sais pas si ça va être sa comptabilité, mais en tout cas, pour le paiement de la dividende à l'entreprise A, quand sera-t-il des 10% qui doivent être payés comme impôt sur le revenu? Voilà. J'ai fait abstraction du crédit d'impôt, parce que ce qui nous intéresse ici, c'est la détermination du résultat fiscal. Mais dans cette disposition, on vous dit non seulement 60% sont exonérés d'impôts, mais la retenue à la source opérée sur les dividendes constitue un crédit d'impôt. Donc, la société va payer 10%. À chaque fois qu'une société distribue des dividendes, elle doit retenir 10% et envoyer le net. OK? Maintenant, on va voir la société qui reçoit, quel traitement
elle va faire de la retenue à la source. Okay? Est-ce que c'est un crédit d'impôt ou pas? Dans le cas d'une société non filiale, c'est un crédit d'impôt. Donc, au lieu de recevoir 1 million, la société va recevoir 900 000 parce qu'elle a payé 10% d'impôt là-dessus. Donc, ça fait 100 000. Donc, mais le comptable va mettre 1 million dans les produits et pour ne pas les imposer, à la fin de l'année, il va déduire 60%. Donc, il y a 400 000 qui vont rester dans les produits. Et les 100 000 que la société a déjà payé en avance comme impôt sur le revenu, elle va le déduire sur l'impôt sur les sociétés. C'est ça le crédit d'impôt. Le crédit d'impôt, ça veut dire que vous avancez de l'argent à l'État et l'État vous dit plus tard, quand vous aurez à payer des impôts, vous déduisez l'avance que vous m'aviez accordée. Donc les 10%, la société va les déduire. Je n'ai pas voulu rentrer dans la complexité parce qu'on est dans l'étape de détermination du résultat fiscal. Puisque le crédit d'impôt intervient après. Il n'intervient pas sur le résultat fiscal, mais il intervient sur le paiement de l'impôt. Donc retenez que si vous voulez déterminer votre résultat fiscal qui est imposable à l'IR ou à l'IS, okay, quand dans vos produits vous avez des dividendes, vérifiez la hauteur de votre participation dans cette société qui vous a distribué les dividendes. Si votre participation est inférieure à 10%, ça veut dire que cette société-là n'est pas votre filiale. Elle va vous envoyer des dividendes. Les dividendes que vous allez recevoir, les 60%, sont exonérés d'impôts, il faudra les enlever de la comptabilité, du résultat comptable. Sinon, vous allez payer 2 fois des impôts là-dessus. Okay? Tant que ça reste dans les produits, vous payez un impôt là-dessus. Si vous ne voulez pas l'imposer, il faudra le déduire. C'est ça le sens de la formule déduction des produits exonérés. C'est pour ne pas les imposer au taux de 30%. C'est clair? Bon, on va faire après un exercice d'application. Hein. Mais vous ne pouvez pas l'appliquer si vous ne maîtrisez pas le principe. Donc le principe vient de là. Okay? C'est la loi qui vous dit, si vous recevez des dividendes provenant d'une société non filiale, 60% sont exonérés d'impôts. C'est ça qu'il faut retenir. Et ça, c'est important de le savoir, même si ce n'est pas vous qui faites votre comptabilité. Demain, vous pouvez le déléguer à un comptable qui ne maîtrise pas ces aspects-là. S'il ne le maîtrise pas, qu'est-ce qu'il va faire? Il va mettre la totalité des dividendes dans les produits et vous allez payer 30% là-dessus. Donc, il va faire payer des impôts indus. Mais vous, en tant que dirigeant, si vous avez cette information-là, vous pourrez lui dire, attendez là, quel traitement vous avez fait des dividendes que j'ai reçus de la société de Sonatel, par exemple, puisque je suis actionnaire dans Sonatel. Mais Sonatel n'est pas ma filiale, puisque j'ai moins de 10% dans le capital de Sonatel. Sonatel me verse chaque année des dividendes. Ces dividendes-là, vous les avez comptabilisés, ce qui est normal. Mais fiscalement, qu'est-ce que vous en avez fait? Si le comptable n'est pas au courant de cette disposition, il va les laisser dans les produits et vous allez payer 30% d'impôts. Alors que l'État vous a exonéré d'impôts sur ça. Donc, il vous fait perdre de l'argent. Okay? Donc ça, c'est des choses qu'il faudra vérifier en tant que dirigeant à la fin de l'année quand votre comptable va vous présenter votre déclaration de revenus. Parce que c'est vous qui allez signer la déclaration de revenus. Il faudra passer en revue la déclaration et regarder s'il ne s'est pas trompé, s'il n'a pas oublié quelque chose. C'est bon? Est-ce qu'il y a des questions en ligne? Pas de questions en ligne. OK. Deuxième possibilité, la société qui distribue est une filiale. Pour qu'elle soit une filiale, il faut quoi? Il faut que vous déteniez 10 à plus % dans son capital. Et dans ce cas, on vous dira que seuls 5% sont imposables, 95% sont exonérés. Donc là, l'État, à travers la fiscalité, on n'en a pas parlé, mais la fiscalité est un instrument de politique économique. Donc l'État, pour favoriser certains secteurs ou certaines conditions, peut jouer sur le levier de la fiscalité. Donc on voit bien ici que l'État favorise les sociétés mères. On a intérêt à ce que nos entreprises, okay, aient des filiales, ici ou ailleurs. Okay? Donc ça, c'est pour encourager le développement des filiales. Donc si vous avez une filiale,
les dividendes que vous recevez de cette filiale, 95% sont exonérés d'impôts. Donc en fin d'année, au moment de calculer votre résultat fiscal, il faudra les déduire du résultat comptable parce que c'est un produit exonéré. Un produit exonéré est un produit non imposable. Non imposable à l'impôt sur les sociétés, hein, c'est ça qu'on veut dire ici. Ce n'est pas exonéré à l'IRVM, hein, puisque vous recevrez toujours un net. La société qui distribue, qu'elle soit filiale ou pas, elle va toujours retenir 10%. Vous recevez le net. Et maintenant, vous regardez le traitement fiscal que vous devez faire, vous, en interne dans votre entreprise. Ça, c'est valable pour des sociétés qui détiennent des actions dans d'autres sociétés. Si vous êtes personne physique, vous n'êtes pas concerné. Oui? C'est le net des dividendes perçus de la société B qui devient le brut de la société A. Non. Non, le brut, il est connu. Si vous recevez un net, vous savez qu'on a retenu 10%, on peut facilement connaître le montant du brut. Si on a un net, on a un taux, comment on fait pour retrouver le brut? C'est le net divisé par 90%. Ici, en l'occurrence, puisque le taux est de 10%. On a le brut. Maintenant, c'est sur ce brut-là qu'on va appliquer le coefficient qui est exonéré. Mais dans la comptabilité, on va comptabiliser le brut. Ensuite, si la retenue est un crédit d'impôt, il figurera dans le compte crédit d'impôt qu'on va déduire en fin d'année. Okay. C'est bon? Bon, très peu de cas, vous les rencontrez, mais je souhaite quand même que vos activités prospèrent jusqu'à ce que vous ayez des sociétés mères et que vous preniez des filiales. Mais ce n'est pas des cas qu'on rencontre tous les jours, mais c'est bon d'en savoir. Okay? Il se pourrait aussi demain que vous soyez des conseillers d'entreprise. Hein? Vous serez des entrepreneurs conseillers d'entreprise. Donc c'est important de connaître ces dispositions-là pour mieux conseiller vos clients. C'est ça qu'on appelle optimisation fiscale. On s'appuie sur des règles, okay, pour gagner de l'argent, mais légalement. C'est différent de la fraude fiscale. La fraude fiscale, ce n'est pas une règle établie. C'est des subterfuges qu'on met en place pour échapper à l'impôt. Ici, on utilise une technique bien légale pour payer moins d'impôts. C'est ça la différence entre les deux. Autre produit financier exonéré, c'est les intérêts reçus sur prêts consentis aux collectivités et organismes suivants. C'est le cas de l'État. Quand vous prêtez de l'argent à l'État, cet argent va générer des intérêts. Les intérêts que vous allez recevoir sont des produits financiers que vous allez mettre dans votre comptabilité. Mais ces produits financiers sont exonérés d'impôts. Il faudra les déduire à la fin de l'année. Si c'est des produits qui proviennent de la BHS, c'est exonéré. La CNCA qui est devenue banque agricole, les coopératives et unions de coopératives, la SNHLM, etc. Donc, la liste, elle n'est pas exhaustive. La liste exhaustive, elle se trouve dans le Code général des impôts. C'est l'article 105 du Code général des impôts. Donc ça également, l'État essaie de favoriser ces organismes-là qui, pour la plupart, appartiennent à l'État. Donc pour pousser les collectivités locales, l'État peut dire, les collectivités locales, pour se faire de l'argent, peuvent emprunter sur le marché privé. Okay? Donc, vous leur prêtez de l'argent, vous souscrivez, vous leur prêtez de l'argent, mais comme ils travaillent avec votre argent, ils vont vous rémunérer sous forme d'intérêts. Ces intérêts sont des produits pour vous, mais des produits exonérés d'impôts. C'est pareil si vous avez un compte à la BHS, ce compte, s'il produit de l'intérêt va dans les produits de votre entreprise, mais l'intérêt est exonéré d'impôts. Il faudra le déduire en fin d'année, comme on a fait tout à l'heure pour les dividendes. Ce sera toujours moins le produit, pour ne pas l'imposer. Est-ce que c'est clair? Les plus-values, troisième catégorie de produits. D'abord, c'est quoi une plus-value?
Pour ceux qui n'ont pas la chance de voir. C'est quoi une plus-value? Oui, derrière. Oui. Oui. Alors, une plus-value, si on prend l'exemple d'une session d'immobilisation, donc c'est l'excès de valeur réalisée sur la session d'une immobilisation. D'accord, en termes comptables. Mais En en termes termes comptables. français simple. Français ivoirien, par exemple. C'est quoi plus-value? C'est plus C'est valeur. Ok, valeur plus. Ok, une valeur réalisée en surplus. Donc, ok, c'est un gain. C'est un gain sur une session, par exemple. Maintenant, en comptabilité, comment on détermine la plus-value? Donc, la plus-value, c'est égal à quoi? Si on dit surplus, ça veut dire quoi? C'est un surplus provenant d'une différence. Tout comme le bénéfice. Le bénéfice, c'est produit moins charge. Donc, plus-value également, c'est la différence obtenue entre la différence le surplus obtenu entre la différence de grandeur, provenant d'une session. Donc, c'est le prix de session moins la valeur nette comptable. Vous l'avez vu en comptabilité ou pas? Appelé encore VNC, valeur nette comptable. Plus-value égale prix de cession moins valeur nette comptable si le prix de cession est supérieur à la valeur nette comptable. Comment on obtient la valeur nette comptable? Un non comptable. J'ai compris que tu es un comptable. Pour ceux qui ont fait la comptabilité et qui ne sont pas experts comptables, valeur nette comptable. Donc prenez le micro alors, puisque vous insistez. En fait, la valeur nette comptable égale à la valeur brute du bien moins la somme des amortissements. Donc c'est la valeur d'acquisition Oui. du bien moins la somme des amortissements de ces biens. Des amortissements pratiqués sur ce bien-là. Et c'est quoi un amortissement? Un amortissement, en fait, c'est une dépréciation de la valeur d'un bien. C'est ça, c'est la constatation. C'est pas la de valeur, dépréciation, en fait. mais c'est la constatation d'une dépression donc subie par le bien. Cette dépression, elle peut être liée à l'usage ou à l'obsolescence du bien. Okay? C'est une charge, en fait, okay? Qui vient déprécier la valeur d'origine du bien. Donc, si vous voulez connaître la plus-value, il faut connaître le prix de cession et la valeur nette comptable qui est déterminée à partir de la différence entre la valeur d'acquisition du bien et les amortissements pratiqués sur ce bien-là. C'est pour ça qu'on l'appelle valeur nette comptable. Okay? Ça, c'est la valeur brute, le prix d'achat, mais le bien ne garde pas toujours sa valeur d'origine parce que le bien a perdu de sa valeur à cause de la dépréciation. Cette dépréciation-là, elle est matérialisée par les amortissements. Okay? Donc, il faut défalquer les amortissements pour connaître la valeur nette du bien à une date donnée. Une fois que vous avez la valeur nette comptable, maintenant, vous défalquez du prix de cession, prix de vente. Okay? Si le prix de cession est supérieur à la valeur nette comptable, vous avez une plus-value. Si c'est l'inverse, c'est le moins-value. Vous avez une moins-value. Donc, si c'est une plus-value, c'est un produit. Donc, quand vous vendez un bien amortissable, vous réalisez un bénéfice sur ce bien-là qu'on appelle plus-value. Cette plus-value-là, vous la comptabilisez dans les produits.
Et comme c'est un produit, il sera imposable. Tous les produits sont imposables, sauf exception déterminée par la loi. Donc le comptable, il le mettra toujours dans les produits et il va le laisser dans les produits. Mais c'est le fiscaliste qui va venir corriger éventuellement. Il va passer en revue les produits un à un pour voir est-ce qu'il y a des dispositions particulières qui concernent ce produit-là. S'il tombe sur un dividende, il va vérifier de la provenance de ces dividendes. Si ça provient d'une société non filiale, le fiscaliste va dire j'enlève 60%. Si ça provient d'une filiale, il va dire je vais déduire 95%. Si c'est une plus-value, il va regarder qu'est-ce que la loi prévoit. On le verra tout à l'heure. Si la loi dit que c'est exonéré, il va l'enlever. Si la loi ne dit rien, il va le laisser dans les produits. Donc d'où l'importance de maîtriser les dispositions fiscales relatives à l'imposition des produits. C'est clair? Donc ici, voilà comment on détermine une plus-value. Ça n'a rien de fiscal, c'est comptable. C'est après que la fiscalité va intervenir, une fois que vous aurez dégagé votre plus-value et comptabilisé dans les produits de votre entreprise.